Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entre Proms. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale sur notre économie, mais l'économie de nos communes. Ça fait longtemps qu'on vous en parle. Vous savez que nos communes, c'est difficile, elles sont très endettées. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont des difficultés à se faire payer. Donc on a décidé de faire une émission spéciale avec la Chambre régionale de la Cour des comptes des Antilles-Guyane et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barth. Enfin, tout à l'heure, il va se présenter. Nous sommes cet après-midi pour la première fois avec monsieur Patrick Barbest et monsieur Nicolas Charol qui est en stage en plus dans notre Chambre régionale des comptes. Bonsoir. Bonsoir madame. Sabine. Sabine. Alors, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? On sait, on a vu, vous êtes arrivé au mois de décembre, il y a eu plein d'articles sur vous. On entend beaucoup parler de la Cour des comptes en gros, mais on ne sait pas ce que vous êtes, qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps, s'il vous plaît, et ensuite nous parler de la Chambre régionale de la Cour des comptes de Guadeloupe? Voilà. Donc écoutez, moi c'est très simple, je suis donc effectivement arrivé au mois de décembre dernier. J'étais magistrat auparavant, mais dans les Hauts-de-France, donc précisément à Arras. Depuis à peu près 15 ans, j'étais magistrat, alors pas seulement à Arras, mais j'étais aussi dans l'Est et à Lyon. Auparavant, j'ai eu une carrière dans les collectivités locales. J'ai été dans de grandes collectivités comme Dijon, Toulouse, Valence, Villeurbanne, donc plutôt des collectivités importantes et en zone urbaine. Bon. Comme je suis haut fonctionnaire, j'ai pu, à un moment de ma carrière, au milieu des années 2000, rejoindre les juridictions financières. Et donc, à partir de là, j'ai déroulé ma carrière. Et au mois de mai l'année dernière, avril-mai, j'ai été nommé président des chambres régionales et territoriales des comptes des Antilles-Guyane. Donc, comme vous l'avez dit, Madame, tout à l'heure, enfin Sabine, tout à l'heure, nous couvrons 5 ressorts différents. Donc, effectivement, les îles du Nord, mais aussi la Guyane et la Martinique, en dehors de la Guadeloupe. Historiquement, le siège de ces juridictions est ici, aux Abîmes. Il a été précédemment à Pointe-à-Pitre et tout à fait à l'origine à Basse-Terre. Donc j'ai pris la succession de mon collègue donc, Yves Colcombé, que vous avez connu, depuis officiellement le 1er décembre. Et je préside donc cette chambre régionale des comptes qui est composée d'une trentaine de personnes, avec 8 magistrats qui sont ce qu'on appelle, nous, des rapporteurs, c'est-à-dire que c'est eux qui vont faire les contrôles sur place et sur pièce, qui vont aller dans les collectivités, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, dans les hôpitaux, dans les associations qui bénéficient d'argent public et qui vont donc conduire des contrôles. Et ils sont appuyés par des personnels que l'on appelle des vérificateurs, vérificatrices, qui sont généralement des gens qui ont une bonne formation de catégorie A de la fonction publique et qui travaillent sous l'autorité du magistrat. Ensuite, l'un des principes de notre fonctionnement, c'est, outre la contradiction entre le contrôlé et le contrôleur, mais aussi, après, la décision que va prendre la Chambre émane d'une décision collégiale. C'est collégialement que nous allons nous pencher sur la situation de la commune de Saint-François, du département de la Guadeloupe, et c'est sur la base du rapport qu'a fait le rapporteur dont je parlais tout à l'heure, que nous allons discuter, et toujours en nombre impair, de façon à ce qu'on ait une possibilité de se départager si les gens autour de la table ne sont pas d'accord sur ce qu'on observe, sur ce que l'on veut constater. Voilà. Donc c'est ainsi que l'on fonctionne, donc avec ce principe de collégialité. L'un des principes fondamentaux aussi, c'est que nous sommes impartiaux, tout à fait neutres. Oui. Nous ne dépendons d'aucune administration. Nous ne sommes pas du tout dépendants, par exemple, du préfet. Et a fortiori, nous ne sommes pas dépendants du président du conseil départemental. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, puisque nous sommes dans une période de réserve pour le préfet, par exemple. Voilà. Nous, on exprime le point de vue d'une juridiction financière indépendante qui a historiquement cette mission de suivre la gestion locale, surtout de la rendre transparente,
pour nos concitoyens. C'est une gestion qui est souvent très complexe et il est difficile de l'expliquer. Et là, nous sommes là pour ça. Nous sommes là aussi pour voir quel est l'emploi des deniers publics, l'argent public, très important, voir à quoi ça sert. Et puis évidemment, on est là aussi pour pointer des irrégularités qui peuvent apparaître au cours d'un contrôle, qui peuvent concerner effectivement les élus, mais aussi les agents publics. Et nous sommes là pour mettre le doigt dessus, pour instruire ces choses-là et éventuellement les transmettre au procureur de la République pour qu'il y ait des suites à ces agissements. Donc voilà un peu ce que l'on fait de façon très, très simple. Deux missions principales, je dirais moi. C'est la mission du contrôle des comptes et de la gestion. Alors, voilà. Et la mission de contrôle budgétaire. Mais je suis tout à fait à votre écoute et à l'écoute des téléspectateurs pour compléter ce tableau dont je sais bien que parfois il est un peu technique et compliqué. Voilà. Alors, première question du coup, parce que ça, je sais que ça va intéresser beaucoup les Guadeloupéens, puisque c'est un sujet qui revient régulièrement. Comment vous faites pour contrôler les élus ? Tout à l'heure, vous étiez en train de parler que vous surveillez, vous nous expliquez que vous surveillez les comptes publics. Comment vous faites pour trouver quand il y a des anomalies ? Des fois, nos élus nous disent « ce n'est pas ma compétence » si je prends l'exemple de l'eau. On sait que, par exemple, ce n'est pas une compétence de la région, mais on a tellement de problèmes d'eau qu'il faut bien que la région aide quand même les communes. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous prenez en compte ? Est-ce que vous admettez que, d'accord, ce n'est pas votre compétence, mais vous en avez besoin ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous faire un point sur ça, s'il vous plaît ? Ouais. Concrètement, lorsqu'on va décider d'aller lorsque l'on va décider d'aller contrôler un organisme, vous citiez le problème de l'eau, donc là on est en train de traverser une période de réorganisation en fait, comment dirais-je, dans cette période. Bon, si on souhaite aller contrôler une structure qui gère de l'eau, ça peut arriver. À ce moment-là, on va avoir l'équipe dont je parlais tout à l'heure, qui va aller voir ce que l'on appelle, nous, l'ordonnateur, mais par exemple le président du syndicat ou de la communauté d'agglomération qui gère ce problème de l'eau. Le rapporteur va venir dire, voilà, moi je vais contrôler tel et tel aspect. Bon. Notre grande force, nous, c'est que non seulement on va obtenir les comptes, mais on va pouvoir aller dans les conventions, on va pouvoir sortir les factures, on va pouvoir regarder les contrats, on va pouvoir interroger les intermédiaires et les interlocuteurs de la collectivité en question, et à partir de là, relever les choses qui vont bien et des choses irrégulières. On peut aller précisément si on contrôle l'eau, on peut même aller voir comment fonctionne une usine d'eau potable. On peut regarder quels sont concrètement les travaux qui ont été faits en matière de renouvellement des réseaux. On va regarder tout ça. On va regarder aussi comment, à quel niveau l'usager est facturé, comment il est facturé. D'accord. Est-ce qu'il y a des impayés ? Est-ce que l'on arrive à bien pointer tous les usagers de l'eau ou est-ce qu'il y a des usagers qui ne paient pas l'eau et pourtant ils la reçoivent ? Tout ça, si vous voulez, on est là pour regarder les choses avec l'esprit chaque fois de rendre transparent la gestion publique et faire en sorte finalement que ce que l'on va mettre en évidence serve pour améliorer cette gestion. Et c'est pour ça aussi que dans un premier temps, on va bien décrire la situation et on va insister sur les points principaux. Alors, pour ce qui est de la responsabilité pénale, c'est à l'occasion de ce type de contrôle, si vous voulez, qu'on peut éventuellement se dire « Ah bah tiens, il y a des factures qui sont payées à la même entreprise, qui sont des montants toujours identiques, on ne comprend pas, on va essayer de trouver des explications. » Si vous voulez, c'est à partir de l'exercice de notre curiosité qu'on va éventuellement tomber sur des choses qui ne vont pas. Bon, sur ce point-là, si vous voulez. Un des aspects aussi sur lequel on compte beaucoup, c'est qu'on reçoit pas mal de lettres d'usagers.
Oui. qui attirent l'attention sur tel ou tel point, ou de contribuables qui se plaignent. Mais dans ce que l'on appelle, nous, ces signalements, on peut trouver des pistes pour trouver des choses irrégulières. Ce n'est pas toujours le cas parce que vous avez des gens qui veulent dénoncer des choses mais qui ont peu d'éléments ou ces éléments ne sont pas importants en réalité. Mais de temps en temps, on a des usagers qui nous disent voilà, ça ne va pas, là, il faudrait regarder parce qu'on a repéré telle et telle chose. Mais je ne voudrais pas donner l'impression non plus que ces sujets, ils sont toujours récurrents. Chaque fois qu'on s'intéresse à un sujet, les élus, les fonctionnaires ne sont pas forcément en faute. Hein. Oui. Voilà, oui. ils ne sont pas forcément en faute. En même temps, s'ils ne le sont pas sur le plan pénal, ils peuvent l'être aussi sur le fait qu'ils ont fait prendre des décisions qui sont coûteuses pour la collectivité et d'une façon générale pour les deniers publics. Donc là, nous sommes là, encore une fois, pour dire nous sommes les seuls à pouvoir regarder les choses dans leur ensemble. C'est-à-dire dire, voilà, on a construit une école aux abîmes, voilà exactement ce qu'elle a coûté. Parce qu'on va pouvoir regarder les factures, les contrats, les marchés, enfin, tout ça, si vous voulez, on va aller le regarder dans le détail et on va pouvoir dire aux citoyens, vous voyez, cette école, elle a coûté 2 fois plus cher que sa voisine. Si on trouve ça, on peut le dire. Et donc après, les citoyens, usagers, sont plus attentifs, sont mieux renseignés et peuvent à ce moment-là demander des comptes aussi. Hein, oui, à leurs élus. Voilà. Alors, toujours pour avoir plus d'informations sur l'eau, parce qu'on en a beaucoup parlé, et pour qu'on comprenne un petit peu vraiment comment ça fonctionne, on entend beaucoup l'histoire de les gens maintenant vont devoir payer en cas de besoin par le Trésor public. Est-ce que lorsque un système comme ça est mis en place, c'est de la décision de la Cour des comptes ou bien c'est le politique qui décide et après vous appliquez en fonction de la décision politique qui a été choisie ? Non, là vous faites référence, si vous voulez, à des choses qui sont posées comme des principes de la comptabilité publique. On bénéficie d'un service public, on le paye, oui, quel que soit l'usager. Bon, ce qui peut arriver, et ce qui semble arriver là, ici en Guadeloupe, c'est que le système fait qu'aujourd'hui, il y a tout un pan d'utilisateurs de l'eau qui ne paient pas l'eau, parce qu'il n'y a pas de compteur, ou parce que ces compteurs sont défectueux. Ou parce que ça coule, enfin, et parce que plusieurs choses différentes. Voilà, et que par ailleurs, vous faites bien de le souligner, le réseau de canalisation ils ne reçoivent pas l'eau, qui est peut-être défectueux, il l'est souvent. Bon. Quoi qu'il en soit, quel que soit l'organisme que l'on met en place, et le SMEAG aujourd'hui est le nouveau, tous les usagers de l'eau, vous, moi, Nicolas, eh bien on est amené à payer l'eau sur la base d'une facture, avec un tarif. Et donc ça, ce sont les règles de la comptabilité publique. Alors, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on quitte un système pour aller vers l'autre. Et cette création de cette nouvelle entité est extrêmement compliquée, je dirais, parce qu'elle va regrouper toutes les collectivités, enfin les communautés d'agglomération de Guadeloupe et les communes dans un même syndicat où ce syndicat étant chargé de l'eau et de l'assainissement. Alors cette transition, elle se fait par à-coups, elle se fait difficilement parce que déjà auparavant, il y avait des difficultés. Il y avait déjà des dettes. Voilà. Alors c'est pas parce qu'on crée immédiatement une nouvelle structure que les problèmes passés sont réglés immédiatement. Et c'est tout ça, cette mise en place en ce moment qui pose problème. Mais c'est un peu logique parce que c'est un très gros dispositif qui est mis en place et donc c'est en train de se faire. D'ailleurs, la loi a prévu que la liquidation des structures précédentes se fera au 31 août de cette année. Le service a été transféré au 1er septembre 2021 et là, la clôture des comptes, l'arrêt des comptes se fera au 31 août cette année. Tout D'accord. Ça parce que, il y a ces opérations. On parle de milliers d'usagers. Donc ces dizaines de milliers d'usagers
il faut à un moment donné retrouver les bases, les fusionner, mettre en place les nouveaux dispositifs qui permettront de facturer l'eau et de l'encaisser, d'encaisser le prix de l'eau. Puisque la logique d'un service comme celui de l'eau ou de l'assainissement, c'est que c'est l'usager qui paye le service. Ce n'est pas le contribuable, c'est l'usager. C'est vous, moi, qui payons l'eau, et le fait qu'on la paie assure le prix de la distribution, mais aussi assure le renouvellement des canalisations, la création des nouvelles usines de traitement, enfin que sais-je. Donc voilà, c'est le sujet. Mais on n'en est pas sorti. Là, c'est incontestable qu'on n'en est pas sorti. Nous-mêmes, à l'occasion de nos contrôles budgétaires, on a souligné que les structures qui géraient précédemment l'eau étaient dans très sérieuses difficultés, mais vraiment très sérieuses. Et le transfert n'allait pas forcément arranger leur situation financière dans un premier temps. Donc ça, nous, on le suit d'année en année et on veillera évidemment à s'assurer que le nouveau dispositif soit plus performant. Alors après, c'est un peu ce que j'entendais dans votre question, on n'a pas de pouvoir de prescription. C'est-à-dire, nous, on dit ce qui ne va pas, on fait des recommandations, mais on n'a pas le pouvoir d'obliger à faire. Voilà. Simplement, on a informé qui de droit, le citoyen. Donc le politique et le citoyen. Et les assemblées d'élus. Et si les citoyens ne sont pas d'accord avec la situation... Ils changent les politiques. Voilà. Exactement, c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. D'accord, merci pour cette information. Autre chose aussi, le CHU, on entend beaucoup parler. Alors pareil, je sais qu'au CHU en Martinique, j'avais lu un rapport il y a pas mal d'années, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, il y avait beaucoup de dettes. On disait que le personnel, ça coûtait cher et que c'était mal employé surtout. C'est-à-dire qu'il y avait trop, je crois, de cadres et pas assez de médecins. Donc comment ça se passe quand vous faites des études sur les comptes du CHU de Guadeloupe, par exemple ? On va procéder de la même façon que ce que l'on ferait pour une commune. Les hôpitaux produisent des comptes. Ils ont les dossiers de personnel, ils ont des logiciels qui suivent les payes, etc. Tout ça, nous, on va le regarder naturellement, évidemment. En ce moment, on ne contrôle pas les hôpitaux que vous avez indiqués, mais on le fera sans doute, notamment parce que... Vous avez cité la Martinique. La Martinique a fait l'objet d'un investissement important qui nous intéresse. On va voir comment cet argent a été employé. Mais de la même manière, le CHU de Pointe-à-Pitre déménage. Il y a de nouveaux locaux. Il y a, une nouvelle organisation qui va se mettre en place. On sera là aussi, nous, pour regarder si elle est plus performante que celle du passé ou si ce qu'on avait pu, je ne sais plus, je crois que la Chambre s'était intéressée au CHU de Pointe-à-Pitre dans les années 2016-2017. Je n'en suis pas tout à fait certain, vous m'en excuserez parce que je suis là depuis peu. Pas de souci. Mais voilà, c'est vraiment des sujets qui sont essentiels pour les Guadeloupéens ou les Martiniquais. Et nous, on est là pour vraiment, à un moment donné, aller regarder. Parce que c'est le niveau des soins au CHU de Pointe-à-Pitre. On me dit beaucoup de choses, mais jusqu'à présent, je vous dis, je n'ai pas d'équipe qui sont allées voir. On ne va pas apprécier les prescriptions médicales, etc. Mais en revanche, nous, on sera là pour dire, vous avez des scanners, vous avez un IRM, comment vous vous en servez ? Est-ce qu'ils sont vraiment employés ? Voilà, est-ce qu'on a fait ces investissements en pure perte ? On va regarder aussi comment est organisé sur le plan de la gestion du personnel, évidemment le CHU de Pointe-à-Pitre ou celui de Fort-de-France ou tout autre centre hospitalier. Voilà. Donc on a, ce sont de très très gros dossiers. Quand on rentre dans un CHU, vous savez, c'est des équipes de 2 personnes. On peut éventuellement envisager d'en mettre 2 autres, donc 2 équipes et 4 personnes, mais c'est énorme. Ce sont des budgets de 600, 700 millions. Voilà, c'est pas le budget d'un particulier. Hein, oui, effectivement. Voilà. Alors justement, techniquement, comment ça fonctionne ? Est-ce que ça veut dire, par exemple, que c'est l'État qui met, on va dire, un demi-million ? Ouais. Et vous analysez, comme vous m'avez dit, si c'est bien employé pour la construction, pour le matériel, pour le personnel.
Comment ça fonctionne? Est-ce que s'il y a trop de dépenses de fait, vous signalez? Allez-y. Voilà. Oui, en fait, les collectivités, comme les hôpitaux, perçoivent des recettes. Bon, elles sont pour partie des recettes de l'État, en effet. Mais elles peuvent être d'autres sources, Donc de la nous, fiscalité, voilà, l'octroi, etc. Bon, pour les collectivités. Donc on va voir l'ensemble de ces financements. Et ensuite, on va regarder comment ils sont employés, les dépenses. D'accord. Et donc, le prisme auquel on est attaché, c'est effectivement se dire, voyons les principaux postes. Et il n'est pas rare, si vous voulez, quand on fait un contrôle, de regarder par exemple le poste de personnel. Parce que le poste de personnel, bon, dans les hôpitaux, il est classiquement beaucoup plus important que dans les collectivités. En moyenne, c'est entre 80 et 85%. Dans les collectivités locales, ici en Guadeloupe, c'est déjà en moyenne 68-70%. Et il faut se dire que dans certaines collectivités, et on dépasse les 80, ce ne sont que des moyennes que je donne. Qui dépense avec un tel niveau de personnel a à côté forcément beaucoup moins de moyens pour faire fonctionner les écoles, la restauration scolaire, les maisons de personnes âgées, l'entretien des voiries, etc. C'est ces problèmes-là qu'entraîne la mauvaise gestion. C'est dégradation du service ou non-maintien du service. Et là, nous, on est là pour ça, pour dire, voilà, vous avez 1000 usagers, 1000 enfants tous les jours à la cantine. Or, vous avez des unités de production qui vous permettent de payer, de produire 2000. À quoi servent ces 1000 supplémentaires? Ils ont comme effet, je caricature totalement, le doublement du prix de revient, ce qui fait que le contribuable se paye un repas que ne paye évidemment pas complètement l'usager, mais à un niveau très élevé. Voilà comment on fonctionne. C'est souvent par comparaison, parce qu'on a besoin d'avoir des références à tel ou tel mode de gestion. Donc dans la pratique, c'est comme ça, si vous voulez. C'est assez... il n'existe pas de normes de gestion. Mais on voit très bien, si vous voulez, quand vous avez des unités de production de repas, je prends la restauration scolaire, où vous allez avoir 1000 repas réalisés par 5 à 10 personnes, et puis à côté, vous allez en avoir 60, comme ça arrive parfois. Donc on voit bien que ça entraîne un surcoût, et ce surcoût, il faut bien le pointer. Nous, on est là pour ça. On est vraiment là pour ça. D'accord, bon, très bien. Et nous, on est là pour suivre ce que vous faites, puisqu'on va mettre quelque chose de régulier en place. Comme ça, vous allez pouvoir communiquer aussi à travers notre émission. Vous êtes venu avec un monsieur qui est en stage. Oui. Donc, monsieur Nicolas Charol, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous, pareil, vous êtes en stage à la Cour des comptes. Est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous en pensez quoi de tout ça? Oui, effectivement, je suis en stage depuis quelques semaines, plus d'un mois maintenant, à la Chambre régionale des comptes des Antilles-Guyane. Et donc, je crois que le président Barbast a bien expliqué qu'en réalité, le travail de la Chambre au quotidien, c'est d'objectiver les situations, d'aller voir les chiffres pour avoir des données concrètes sur lesquelles s'appuyer. Mais à la fin, en fait, ce qui en ressort, c'est la question de savoir si les services publics sont bien rendus, comment fonctionne en tout cas la vie d'une collectivité. Et à la fin, c'est le citoyen qui bénéficie de ces recommandations. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre que les avis de la Chambre régionale des comptes et les rapports, ce sont des rapports publics qui s'adressent bien évidemment aux élus, mais aussi aux citoyens qui ont la possibilité d'aller les consulter sur le site internet, notamment de la Chambre régionale des comptes. Depuis que vous êtes arrivé, est-ce que vous avez déjà fait des travaux ou qu'est-ce que vous avez déjà fait? Alors oui, j'ai été associé un petit peu à la vie de la Chambre, donc j'ai la possibilité de travailler sur les 2 missions essentielles pour l'instant, c'est-à-dire les avis budgétaires, puisque vous savez que le président Barbast l'a dit, la situation financière des collectivités ici implique une importante charge de travail sur ce point. Chaque année, la Chambre rend des avis, notamment sur les collectivités qui sont les plus en difficulté d'un point de vue financier. Et puis, il y a l'autre grande partie pour laquelle là, je vais juste commencer, c'est travailler un petit peu sur le contrôle de la gestion. Donc là, je suis content aussi de commencer cette mission. C'est à la fois très technique, parce que concrètement, c'est aller voir des chiffres, de la comptabilité, des conventions, mais en même temps, à la fin, on sait pourquoi est-ce que c'est fait ce travail, c'est-à-dire assurer aux citoyens une complète information sur l'emploi des deniers publics, sur la bonne gestion des services publics.
D'accord. Alors, vous êtes en stage. Est-ce que vous êtes du coup fonctionnaire ou comment ça se passe si, par exemple, demain, moi, je veux travailler, je veux faire un stage aussi, comment ça se passe? Quel est votre parcours comment ça se passe quand on intègre la Cour des comptes comme ça? Alors c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, hein. La plupart du temps, ce sont effectivement des agents qui travaillent à la Chambre régionale des comptes, des fonctionnaires. Donc le président Barbas l'a dit, hein, il y a principalement des magistrats et puis des vérificateurs. Ce sont la plupart du temps des attachés, les vérificateurs. Moi, c'est un peu particulier. J'étais encore étudiant jusqu'à il y a peu de temps finalement. Je préparais une thèse. Et à l'issue de cette préparation, je souhaite maintenant préparer les concours de la fonction publique, en particulier ceux de la magistrature financière. C'est génial. Et du coup, c'est Pôle emploi à l'origine qui m'a trouvé ce stage. Et aujourd'hui, la Chambre, à travers la Cour, a réussi à me financer pendant quelques semaines, pendant 2 mois. Donc, c'est bien, ça se passe comment? Du coup, vous faites tout votre stage en Guadeloupe ou il faudra aller dans d'autres chambres pour voir comment elles fonctionnent? Ça se passe comment? Non, je fais tout mon stage en Guadeloupe, voilà, sachant qu'en plus, c'est quand même particulier la Guadeloupe, puisque c'est 5 chambres régionales des comptes. En fait. Oui, que vous avez, c'est pour vous. Ouais. Mais je veux dire, vous restez aux abîmes. Ou bien est-ce que vous pouvez l'envoyer, par exemple, en mission en Martinique ou à Saint-Martin? Comment ça va fonctionner? Là, c'est pas possible parce que il est effectivement Nicolas Charol n'est pas membre de la Chambre. D'accord. Il n'a pas, par exemple, on prête serment. Il n'est pas accrédité. Il n'est pas accrédité pour faire des contrôles. En revanche, dans une atmosphère où les choses sont quand même très confidentielles et secrètes, hein, même à l'intérieur, si vous voulez, d'une juridiction. Quand vous faites un contrôle, vous n'en parlez pas à votre voisin. Ah bon? Il faut protéger, alors sur le plan technique, si, mais théoriquement, on n'évoque pas ces questions parce qu'elles sont faites dans des conditions qui doivent assurer aux contrôlés toute la rigueur de nos travaux, mais aussi notre impartialité, notre neutralité, et derrière, l'absence de fuite de notre côté. Alors parfois il y a des fuites, mais elles ne viennent pas de chez nous. Généralement, vous voyez, il y a des... La presse arrive à trouver des informations. Voilà, il y a la presse, il y a des particuliers, il y a des gens qui se tiennent au courant et qui finissent par avoir des informations avant même que nous, ayons décidé de les donner. Mais bon, ça montre tout l'intérêt et je trouve que j'ai répondu bien volontiers à votre invitation parce que je crois que ici, en particulier, la presse a un rôle vraiment très important parce qu'elle diffuse finalement nos travaux, ce qu'on y trouve. Et je pense que vous êtes une vraie caisse de résonance qui est très utile pour les citoyens parce que vous présentez les choses avec vos mots, ils sont simplifiés, beaucoup plus que quand nous, on rend nos rapports, et vous rendez plus accessible ce que l'on dit finalement. Et tout ça, c'est très important parce que ça contribue à la richesse de l'échange démocratique et à la vie finalement démocratique de notre pays. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous êtes venu avec... un petit document. Un petit document. On en avait parlé ensemble. C'est très modestement un peu les premières tendances que l'on est en train d'analyser sur la situation financière globale de la Guadeloupe, plus précisément des communes de Guadeloupe. Du coup, voir comment la question qui se posait pour nous, c'était de voir un peu comment ça s'était passé avec le Covid. Voir si vous voulez, la crise sanitaire et sociale avait une incidence sur le comportement de la situation financière des collectivités. Est-ce que c'était aggravant ou est-ce que les choses se passaient pas aussi négativement qu'on pourrait... Et c'est très important puisque moi-même j'ai fait le suivi de la crise, même j'ai eu l'occasion de le faire avec des collectivités pour avoir certaines informations. Et c'est vrai que lorsqu'une entreprise ferme, on ne se rend pas compte, nous, comme ça, mais c'est de l'argent en moins qui rentre dans les mairies puisque ce sont les entreprises qui font vivre
les mairies. Donc c'est très important d'avoir des entrepreneurs locaux, d'avoir du travail local, de l'emploi local, de la création des entreprises, d'entreprises, puisque c'est ce qui enrichit la commune. Donc c'est vrai que là, on va pouvoir faire un petit point. Avant qu'on regarde vos chiffres, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous avez pu constater, vous? En fait, le Covid, si vous voulez, évidemment, un effet, mais plus un effet de réduction passagère des dépenses, dans la mesure où justement il y a un certain nombre de services qui n'ont pas fonctionné. Bon, ça c'est... Dans le même temps, il y a un tassement des recettes, mais les recettes de fonctionnement des collectivités locales ont continué à être alimentées à un meilleur niveau finalement que ne réduisaient les dépenses, dans la mesure où il y a quand même l'octroi de mer. Par ailleurs, il y a eu les mesures de garantie des ressources qui ont été apportées par le gouvernement, ce qui fait que la situation ne s'est pas dégradée comme on aurait pu l'anticiper. Ça, c'est évident. Bon, c'est un constat qu'on peut faire aussi, par ailleurs, au niveau national. Mais ici, compte tenu de la fragilité d'un certain nombre de collectivités, on aurait pu penser que les choses allaient encore plus s'aggraver. C'est pas ce qui ressort, en tout cas, de ces premiers chiffres. Alors, j'insiste sur le fait que pour 2021, ils ne sont encore que provisoires. Mais on a une tendance qui, me semble-t-il, est juste, quoi, en fait, hein, puisqu'on a quand même les principaux comptes. Voilà. Donc là, la Guadeloupe, elle a ses fragilités, elle a ses difficultés. Sur le plan de la gestion publique, au niveau des communes, la crise sanitaire n'a pas eu un effet dégradant, comme on aurait pu, encore une fois, je le répète, mais je le redis, quoi, en fait. Parce que je pense que ça, c'est un enseignement intéressant, parce que la coutume, ce qu'on entend souvent, c'est que la crise nous met à plat, on n'a plus les moyens. Nous, voilà. On a l'habitude de rien avoir. Donc, voilà. C'est vrai que quand on a une crise, on arrive un petit peu à la gérer, peut-être mieux que d'autres territoires qui ont tout et qui, du coup, se cassent la figure. Nous, on se paye beaucoup tout seul. On entend souvent combien coûtent les Outre-mer. On se paye beaucoup tout seul sur beaucoup de choses. Donc, ça, c'est important. D'ailleurs, si vous voulez bien, tout à l'heure, vous allez pouvoir justement nous parler, après tout ça, un petit peu de l'octroi de mer pour que les gens comprennent aussi qu'est-ce qui est financé avec ce fameux impôt, pour qu'on sache un petit peu plus, un petit peu mieux de quoi il s'agit. On va afficher, nous sommes avec Yann en plus cet après-midi, on va regarder un petit peu les données que vous nous avez emmenées cet après-midi. Voilà. Donc le tassement des recettes, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît, et comment vous trouvez ça? Comment vous calculez ça? En fait, on a tous les comptes des collectivités locales. Donc, informatiquement, si vous voulez, on va pouvoir les agréger et donc donner finalement ce que l'on voit sur cet histogramme, c'est-à-dire en masse, les communes, les 32 communes de Guadeloupe, elles ont environ 590 millions de recettes en 2021. Et à côté, elles ont eu 546 millions de dépenses. Les dépenses, c'est les écoles, Voilà, les dépenses de personnel, les achats divers et variés. Enfin, voilà, c'est... La police municipale. Voilà, elle est payée, le personnel, etc. Les moyens sont payés par les deniers publics locaux. Hein. Et donc, du côté des recettes, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une recette importante en Guadeloupe au niveau communal, c'est l'octroi. L'octroi, ça fait 30%, un peu plus de 30% des recettes, quoi, en fait. Hein. C'est à peu près les ordres de grandeur. Donc, c'est une des recettes centrales des communes de Guadeloupe. Il a évolué, en tout cas des premiers chiffres que nous avons, il a évolué positivement. C'est-à-dire qu'il y a plus de recettes d'octroi en 2021 qu'il y en avait en 2022. Ce qui est toujours en 2020, vous voulez dire. En 2020, pardon. D'accord. Oui, en 2020. C'est assez paradoxal, hein, mais c'est ainsi. C'est une recette qui est restée relativement dynamique. Après, les communes sont financées pour partie, évidemment, par les impôts locaux,
mais aussi beaucoup ici par des financements, dotations de globales de fonctionnement, enfin des financements de l'État qui viennent compléter les budgets. Et puis à côté de ça, il y a un petit volant de recettes tarifaires, c'est-à-dire, encore une fois, là on reprend cet exemple, mais je pense qu'il est très parlant, la restauration scolaire, vous avez des enfants, vous payez un repas, et donc le produit du repas va financer le budget communal. Donc ça veut dire que ça, ce sont les communes qui ne peuvent pas s'autofinancer, c'est-à-dire... Alors là, sur le graphique suivant que vous êtes en train de montrer, on a une répartition, si vous voulez. Bon, c'est un ratio qu'on utilise, qui est l'épargne brute sur les recettes de fonctionnement. Qu'est-ce que c'est que l'épargne ? C'est ce qui, théoriquement, vous permet de financer les investissements. Et il y a un constat structurel ici, c'est que la majorité des collectivités sont dans une quasi-incapacité à financer les investissements. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que le département de Guadeloupe et la région de Guadeloupe interviennent beaucoup. Ils aident beaucoup, ouais, les communes. Pour les communes, sur des compétences qui sont des compétences communales. Ouais. Mais parce que bien des communes n'ont pas les moyens. Voilà. Comme pour la construction d'écoles, et ça permet en plus de créer de l'emploi dans la commune, ou la construction de tout ce qui est à la charge de la commune. Voilà, la commande publique est importante, on ne l'a pas suffisamment souligné, mais les achats, les petits achats, les fournitures diverses et variées, mais à côté, ce que vous dites aussi est très important, c'est l'investissement. L'investissement, on a coutume de dire que c'est vertueux dans la mesure où la dépense peut entraîner l'emploi. Et après, les gens, ça fait de la taxe, ça crée de la richesse. Comment ça se passe quand, tout à l'heure, je vous posais la question au niveau de la région. La région dépense beaucoup d'argent dans des choses qui ne sont pas de sa compétence. Est-ce qu'ils peuvent se retrouver un jour à ce qu'on leur dise vous avez outrepassé vos droits en termes d'argent, de dépenses d'argent public, alors que vous n'aviez pas le droit? Ou est-ce que vous savez qu'ils n'ont pas le choix que d'aider les communes? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils peuvent avoir des problèmes pour ça ou pas du tout? Puisque ce n'est pas du tout de leur compétence. Je veux dire, au terme de la loi, de la gestion, normalement, ce n'est pas leur compétence. Donc comment ça se passe? Il n'y a pas précisément de sanctions à cela. Effectivement, on ne peut, nous, quand on est confronté au sujet, que expliquer à la région, au département qu'ils ne devraient pas le faire. Mais ils n'ont pas le choix, après, sinon il n'y a pas d'école. Après, voilà, il y a une situation un peu insoluble qui est qu'effectivement, s'ils n'interviennent pas, les écoles se dégradent. Voilà. Voilà. Mais du coup, ils ne seront pas pénalisés. En fait, ma question, elle est là. Vous n'allez pas nous mettre notre président en prison parce qu'il a construit des écoles dans les communes. En fait, c'est ça la question. Non, je ne vais pas mettre le président et aucun maire, d'ailleurs moi-même, en prison. Je ne suis pas là pour ça. Mais, il faut quand même revenir au point de base, c'est-à-dire qu'il appartient à la commune, à un moment donné, de vraiment faire un effort pour redresser ses comptes et pour entretenir elle-même son patrimoine. Je pense que c'est ce à quoi il faut viser, et c'est ce que nous, on recherche, c'est donner les voies et moyens à la collectivité pour arrêter de faire des choses qui sont et qui sont négatives pour la collectivité, pour se concentrer finalement, certes sur des efforts de maîtrise des dépenses, mais de réorientation sur ce que doit faire vraiment la collectivité. Parce qu'autrement, l'argent public, c'est fait pour tel et tel service. Il y a des services communaux, il faut qu'ils soient en mesure d'être rendus. On revient toujours à la même chose. Je pense que le premier juge, en quelque sorte, de la gestion locale en Guadeloupe, c'est l'usager. C'est l'usager qui va dire « j'ai pas d'eau, je peux pas prendre le bus ». Et les poubelles, c'est un problème. Les poubelles, il y a tout le temps... Et donc, il faut qu'à un moment donné, le gestionnaire public, l'élu, le conseil municipal se penche sur cette question et, de fait, décide d'arrêter des dépenses inutiles, et ensuite réemploie ces deniers vers des dépenses, les dépenses obligatoires, les dépenses qu'ils doivent faire. On a un gros problème aussi, c'est mon dernier slide, mais celui-là est intéressant parce que vous voyez, encore une fois, ce qui est prégnant ici,
c'est le niveau des dépenses de personnel. Et quand on regarde comment ça évolue, eh bien, le poids est encore plus important qu'il ne l'était par le passé. C'est-à-dire qu'on embauche trop de gens dans les collectivités ? C'est ce qui plombe les communes, en fait, à l'heure où on est aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que pour produire le même service public, on doit pouvoir faire avec plus d'économies. Et on n'a pas nécessairement besoin de tout le personnel qui est mis en place. Mais ça, c'est après, il faut regarder service après service, en fonction des suggestions du lieu, des difficultés, etc. C'est une approche générale, ce que je viens de faire. Mais il y a des situations dans lesquelles on a besoin de plus d'employés que dans la commune voisine. Par exemple, dans les écoles, on a besoin de plus d'employés. Voilà, exactement. Il y a les choses... nous ne sommes pas là pour les caricaturer. Parce qu'il y a des nuances à prendre en ligne de compte. Mais ces nuances, elles n'expliquent pas tout. Et donc, les difficultés, elles sont réelles, bien souvent. Et je pense que notre action à nous, c'est d'essayer de faire progresser la gestion locale pour que petit à petit, on rentre dans un cercle vertueux et que les élus, les conseils municipaux se saisissent de ces questions et avec les moyens dont elles disposent, ces assemblées d'élus, établissent des priorités. Il y a des services dont on n'a pas besoin, ou on n'a pas besoin de les avoir à ce niveau-là, alors qu'il y a des services essentiels. Le ramassage des ordures, les écoles auxquelles il faut quand même particulièrement faire attention. Dans les écoles, respecter les mesures d'hygiène, de sécurité alimentaire, c'est essentiel pour les petits Guadeloupéens. Enfin, s'il y a des intoxications, ça va pas le faire. Ça va pas marcher. Oui, non, les parents vont pas le prendre du tout, je vous assure. Ça, vous allez en entendre parler, effectivement. Qu'est-ce que vous constatez ? Est-ce qu'il y a des communes qui gèrent mieux leur budget ? Est-ce qu'il y a des communautés d'agglomération qui gèrent mieux le budget ? Est-ce qu'il y a des lieux comme les hôpitaux, par exemple, ou est-ce qu'il y a des institutions ? On sait, par exemple, tout ce qui est chambre consulaire aussi, je crois. Oui, vous contrôlez. Quel est le bilan global pour vous ? En fait, il y a un bilan global qui est la fragilité financière de la Guadeloupe d'une façon générale, mais comme vous le soulignez, il y a des collectivités qui s'en sortent ou qui se mettent dans une situation où elles vont plus facilement sortir de la difficulté. Et puis il y en a d'autres qui sont installées de façon longue et difficile. Elles sont connues en Guadeloupe, mais on a toujours, nous, un petit volant, enfin un gros volant, plutôt, de 14, 15, 16 collectivités qui sont toujours dans notre scope, où les difficultés persistent et où les choses ne s'améliorent pas nécessairement. Voilà. Dresser un palmarès, c'est difficile. Nous ne sommes pas là pour ça, pour donner des bons points à l'un ou à l'autre. Mais il faut bien être conscient qu'il y a toujours un volant qui est un fonds de commerce, en quelque sorte, pour nous, que l'on revoit chaque année. Sans qu'il y ait d'amélioration. Voilà. Est-ce que dans ce cas-là, dans ces cas particuliers où vous constatez qu'il y a des difficultés, vous en parlez au préfet ? On sait, par exemple, si je prends l'exemple de la commune de Pointe-à-Pitre, ça va être le plus gros chantier de France. Donc ça va être bien, je pense. Mais ça a été vu avec le préfet, avec la préfecture. Est-ce que lorsqu'il y a vraiment des énormes difficultés, vous en parlez avec le préfet ou seulement avec le maire et c'est le maire qui en parle avec le préfet ? Comment ça fonctionne ? Parce qu'on a déjà vu dans le passé, je reprends l'exemple de Pointe-à-Pitre où le préfet, au bout d'un moment, il a dit stop. L'ancien préfet, il a dit au maire de Pointe-à-Pitre, la commune est trop endettée, c'est plus possible. Donc comment ça se passe ? En fait, nous on est là pour établir le diagnostic, donner une information que les administrations, dont l'administration préfectorale, n'ont pas connaissance ou pas de façon aussi approfondie, comme je disais tout à l'heure. Donc, à un moment donné, effectivement, on rencontre les autorités préfectorales, on voit les gens de l'administration des finances,
on leur donne notre point de vue. Voilà. Mais vous ne donnez pas d'avis, vous ne dites pas de... En fait, les avis qu'on va rendre sont, voilà, le budget de Pointe-à-Pitre n'est pas équilibré, on a chiffré le déficit. Si vous voulez le redresser, voilà comment déjà vous pouvez commencer à travailler. D'accord. Là, c'est ce qu'on va faire. Mais, comment dirais-je, nos avis sont très regardés parce que, encore une fois, nous allons au fond. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire, les seuls à pouvoir rentrer dans une collectivité et à demander tel dossier. Voilà, on a des pouvoirs d'instruction qui sont très importants. Et en plus, on a la connaissance technique. On est dans des matières qui sont souvent très compliquées. Très honnêtement, c'est même souvent difficile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour simplifier les choses et bien se faire comprendre. Mais bon, pour répondre vraiment à votre question, oui, vous voyez, il y a les quorums, donc il y a ces contrats avec Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, Saint-François, l'AFD, le ministère des Finances, enfin la DRFIP, le préfet sont très intéressés par nos rapports sur le sujet. Voilà, donc on leur présente, on donne les informations, parce qu'à partir de ces rapports, ils peuvent établir des plans eux-mêmes de gestion, d'amélioration de la gestion, et on espère qu'effectivement, il y ait une incidence progressive. Mais ça dépend beaucoup, évidemment, de l'exécutif, de la collectivité, et puis de la mobilisation des moyens. Ils ne sont pas nuls. L'État met de l'argent à disposition de ces collectivités. C'est vrai ici, c'est vrai dans les autres outre-mer. Ce matin, j'étais avec nos collègues de La Réunion, qui sont confrontés à ce type de sujet et qui me parlaient des quorums. Ce qui est bien je trouve, dans cette façon d'approcher les choses, c'est qu'on se dit, on ne va pas pouvoir régler la situation de Pointe-à-Pitre du jour au lendemain. Oui. Mais essayons par palier d'améliorer les choses, parce qu'il manque quand même aux habitants de Pointe-à-Pitre un certain nombre de services de base qui devraient fonctionner. Oui, la lumière, et aujourd'hui, les feux. Voilà, aujourd'hui il manque. Il faut que petit à petit, ces habitants, ils retrouvent un niveau normal de service public, comme il existe dans d'autres collectivités, en Guadeloupe aussi. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations, c'était très intéressant. Est-ce que vous avez un mot à rajouter ? Je suis très heureux d'avoir pu participer à cette émission, à ce moment avec vous. Et je suis convaincu que, en tout cas, le travail de la Chambre permettra justement d'améliorer la situation pour tous. D'accord, merci beaucoup pour ces explications, c'était très clair et comme je disais tout à l'heure, on va mettre quelque chose en place de toute façon pour que vous puissiez revenir régulièrement, c'est avec plaisir. Moi, je suis déjà contente de cette nouvelle chronique. On avait dit trimestrielle, c'est bon ? Oui, voilà. C'est très bien. On pourra donner des éclairages plus précis après, parce que là, on est... moi, je viens là, c'était un bilan général. C'est un bilan général. Après, on peut faire des focus sur tel ou tel sujet pour vous dire ce que l'on en pense avec des éléments plus ponctuels, plus précis. Enfin, chose qu'il n'est pas possible de faire quand on aborde les choses de façon générale. Voilà. C'est normal. Voilà, merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer aux offres d'emploi. Cette semaine, il y en a 2. Donc tout est parti très vite. Donc sautez sur vos stylos et sur vos téléphones. Donc on recherche un consultant technico-fonctionnel ou bien une consultante technico-fonctionnelle. Donc si vous avez du relationnel, si vous faites de la gestion, si vous êtes dans le BP, moi je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que vous savez ce que c'est, si c'est votre poste. Si vous êtes dans le conseil, dans la persuasion, ou si vous êtes bon en logistique, référence CONES 03 28, vous appelez tout de suite pour pouvoir travailler, comme vous savez, Yannick Jotam 06 90 95 81 51. Et deuxième offre d'emploi de la semaine, on recherche
un électromécanicien ou bien mécanicienne. Pour imaginer un monde sans système automatisé, c'est impossible. Donc on a besoin de vous parce que vous avez une maîtrise que nous recherchons en Guadeloupe. Donc si vous êtes bon dans l'entretien de tout ce qui est électronique, j'imagine, hein, si vous êtes vous avez des notions dans la maintenance, dans l'hydraulique, vous êtes bon dans les machines, dans la mécanique, dans la GMAO. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que vous savez de quoi il s'agit. Référence ME CGM 0322. Il me semble que ces postes sont en Guadeloupe. Il me semble, mais de toutes les façons, vous appelez sur un portable 95 81 51. Ce sont nos 2 offres d'emploi pour cette semaine. Tout est parti, donc c'est très bien. On continue et on verra ce qu'il y aura comme nouvelle offre la semaine prochaine. Comme vous le savez, on vous donne toujours en plus des métiers qui sont très, très, très bien payés. Merci beaucoup. Oui, merci madame de votre accueil. Sabine. Décidément, j'ai quelques difficultés. Voilà. Alors, merci de nous avoir suivis, d'avoir participé avec nous. La semaine prochaine, on va vous faire un gros débriefing. Comme vous le savez, les candidats ont fait beaucoup de propositions dans beaucoup d'émissions différentes sur les Outre-mer. Ça fait longtemps que vous nous demandez vraiment de mettre à plat leur programme. Vous allez voir, de toutes les façons, ça a été fait samedi. Il y a une grosse réunion avec tous les candidats, enfin, tous les représentants des candidats. Et donc, la semaine prochaine, avant l'élection, on va vous faire un gros bilan de toutes les propositions économiques. Bien évidemment, on ne fait pas de politique. Donc, de toutes les propositions économiques des candidats, quelles sont leurs solutions pour la formation. On sait que les Guadeloupéens partent. On a plus de 3000 départs par an, c'est beaucoup trop, ça appauvrit notre territoire, ce n'est pas de l'immigration. Quand on dit que ça enrichit l'autre, c'est que ça appauvrit celui qui est au bout de chaîne et ça nous appauvrit. Donc, quelles sont leurs propositions pour que nos jeunes Guadeloupéens restent travailler chez eux, surtout que tous nos ingénieurs partent travailler dans tous les pays, donc ça nous pose vraiment de grosses difficultés. En plus, il y a tout à refaire, comme on était en train d'en parler tout à l'heure. Donc, quelles sont leurs propositions, les formations? Il nous manque des enseignants. Quelles sont leurs propositions? On va faire un gros débriefing lundi prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir et bon après-midi. Bon après-midi à vous, messieurs. Merci. Madame, merci.